Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus. Merci au musée d'Orsay d'abord pour la petite visite dont j'ai bénéficié dans l'expo tout à l'heure, 100 personnes, ce qui est toujours un privilège. Alors là, vraiment, auquel je tiens beaucoup. Et ravi de me retrouver devant vous en ce midi. J'étais jusque-là tout à fait ravi et détendu. Comme mon directeur de thèse est dans la salle et que je salue, je dois dire que j'ai une pointe, vous voyez. Je vais parler peut-être avec un tout petit peu plus de circonspection que d'habitude, mais on est parti donc pour 3 quarts d'heure ensemble dans cette galaxie de l'image à laquelle je vous convie. Et nous y voilà, partons. Donc, le flâneur, bien loin d'être un voleur, est au contraire très souvent un volé. Susse, Martinet et Aubert sont, fort innocemment du reste, les complices d'une foule d'industriels qui déjeunent du foulard et dînent de la tabatière. La Belle Époque, c'est d'abord un langage, vous voyez. Il est très difficile d'avoir les yeux à la fois sur une caricature et sur sa poche, à moins de partager et de ne consacrer qu'un œil à chacun de ces deux objets, mais c'est gênant et on a l'air affecté d'un effroyable strabisme. On concentre donc toute son attention et tous ses organes visuels sur le même carreau. Et, pendant qu'on est en train de rire d'une caricature de Daumier représentant une flourie de l'illustre Macaire, on est soi-même floué d'un foulard et de tous les accessoires qui peuvent se trouver dans la même poche, y compris la bourse. Alors, ce petit texte de Louis Huard, qui vient donc d'une physiologie, il est intéressant pour plusieurs choses. D'abord, il est très intéressant parce qu'il parle du regard. Et vous avez des gens qui vont se mettre donc dans la galerie Vérododa, vous voyez, et qui vont se mettre à scruter des images. Mais pardon, si vous vous mettez à regarder une affiche dans la rue, on ne va pas vous faire les poches au même moment, ou alors ça sera vraiment un pickpocket très fort. Je veux dire par là que vous avez l'habitude de voir des images fixes dans la rue. Or, là, les gens se pressent au point d'oublier ce qu'il y a dans leur poche. Autre chose, si les gens se pressent, c'est pour rire d'une caricature de Daumier, ou de Célestin Nanteuil, ou de Gavarni, ou d'un Robert Macaire. Ce type, donc, d'escroc affairiste de la monarchie de Juillet, même si le public se fiche finalement des signatures, il connaît Robert Macaire, le personnage. Et donc, on va dans ces galeries, mais pas seulement dans les galeries, on va devant les libraires, devant les vitrines de libraires, pour regarder quelque chose, et c'est là où je voulais en venir en ce début de conférence, quelque chose qui est rare en 1830, c'est une image. Et je vous rappellerai, outre la rareté de l'image, que l'image est quasiment, pas le monopole, mais est en grande partie entre les mains de l'Église. Et donc que les gens, s'ils sont habitués aux images, ils sont habitués aux images religieuses. Or, depuis la Révolution française, même si ces images sont peu diffusées, sont peu tirées, même si elles sont tirées à de faibles exemplaires, leur rareté et leur nouveauté en fait des objets à scruter. Et le fait que ces images soient donc exposées à même l'espace public est le début d'une problématique qui va être la nôtre tout au long de ces 3 quarts d'heure. Cette évocation des galeries exposant des œuvres satiriques et du plus célèbre des caricaturistes du 1er XIXe siècle, Daumier, n'a rien d'une charge. Le ton badin du propos est une légitimation, non pas seulement du trait ou du genre satirique, mais bien du regard, du temps de détente qui le rend bientôt nécessaire aux Parisiens riches et désœuvrés qui affluent passage Vérododa pour regarder les estampes de Daumier ou d'autres exposées à travers la vitrine de la galerie Aubert. Alors, un constat. Dans la première partie du XIXe siècle, progressivement, la capitale s'est vue interdire par hygiène les spectacles d'animaux,
Les théâtres de marionnettes, un peu avant 1830, confirmés par Louis-Philippe, subversifs déjà. Les fameux spectacles de tréteaux qui faisaient la célébrité de la capitale avant la Révolution française, qui disparaissent petit à petit au profit des théâtres clos, et le spécialiste des théâtres est dans la salle. Il y a encore des activités foraines à Paris, mais dans des lieux circonscrits ou à des dates précises. Et donc le phénomène de cette disparition de toute cette culture de rue dont les films, les reconstitutions de films du XVIIIe siècle auxquels ça nous a assisté, le phénomène a deux conséquences. La poussée progressive de la presse satirique, d'une part, qui va en fait capter toute cette culture populaire en l'enrichissant d'une impertinence graphique pour faire ce renouveau satirique, et d'autre part, la poussée progressive des cafés aristocratiques aux bourgeois, des cafés boulevardiers. Les premiers, donc la presse satirique, les premiers recueillent sous forme imprimée une large part comique, bouffonne et subversive de l'ancienne culture de rue, avec un poids accentué de la mode, des typologies sociales et du politique. Les seconds, donc les cafés, accueillent les premiers, car on lit et on regarde des feuilles imprimées dans les cafés. Sous le Second Empire, les cabinets de lecture disparaissent, alors progressivement, alors que les kiosques font leur apparition et que la vente à la criée se multiplie. Kiosque, vente à la criée, voici des choses qui n'étaient pas du tout naturelles au début du XIXe siècle, inexistantes, et qui se développent au fil du siècle. Les terrasses de café se développent également, lorsqu'autrefois, le débit était clos ou en étage. Il n'y avait pas de terrasse de café en 1830. Cela n'existait pas. Un dispositif visuel complexe se met à l'œuvre dans les grandes artères de la capitale, entre les murs bariolés d'affiches, les kiosques, les lecteurs de rue et les cafés qui les accueillent, et qui n'hésitent pas à conserver certaines couvertures de presse comme éléments décoratifs, sans parler des vendeurs de rue qui bradent les vieux numéros d'occasion. Peu à peu, cette culture visuelle se substitue aux tréteaux de foire ou lanternes magiques en attendant les dioramas de Daguerre dans les années 1820. Louis Huard, qu'on vient de lire, inaugure d'un ton goguenard le topos du promeneur parisien, expérimentant dans son rapport au temps et à l'espace, en mouvement autour de lui, le kaléidoscope des mutations urbaines et des imprévus inscrits dans la frénésie industrielle de la rue ou de ses plaisirs. Et le carnaval s'impose après la Révolution de 1830 comme le moment charivarique au cours duquel tous ces éléments interagissent de façon paroxystique, alors que les déguisements même des fêtards sont souvent des épigones de type satirique découvert à l'intérieur de la silhouette, de la caricature et du charivari. Car, mesdames et messieurs, on se déguise en caricature. Et ça, là, il y a vraiment encore un travail qui doit être fait. Peut-être d'ailleurs a-t-il déjà commencé à être fait, puisque ma collègue Corinne Legois vient de présenter une très belle habilitation sur les balles d'artistes, et il faut continuer ce travail parce qu'il y a une bonne part des déguisements qui ne sont pas interrogés pour ce qu'ils sont. Or, les gens se déguisent dans les caricatures qu'ils ont vues. Et il y a donc un aller-retour, une espèce de tout caricatural qui caractérise les carnavals des années 1830 jusqu'au bal d'artistes et au bal des Quatzars de l'avant-guerre de 14, qui constituent un ensemble visuel absolument prodigieux. Ces bals où la danse, la farce, la grosse joie, le délire et les images grotesques, les railleries aiguisées par les Parisiens arrivent à des effets gigantesques, décrit Balzac à propos du carnaval. Cette folie qui trouve dans la rue Saint-Honoré son Pandémonium et dans Musard son Napoléon, sans oublier le fameux galop du bal, Musard donc, dans lequel Balzac décèle le symbole d'une époque où, dit-il, depuis 50 ans, tout défile avec la rapidité d'un rêve. Y a-t-il un hasard à ce que son héroïne, Thaddée, mène la danse dans La Fausse Maîtresse, déguisée en Robert Macaire, avec du coup ce déguisement d'homme en femme et de femme en homme, qui est aussi une caractéristique, ce travestissement qui est une caractéristique. Cette double identification du trait satirique à l'accélération, d'une part, et à la fête, d'autre part, résume à la fois leur vision de la modernité telle qu'ils l'ambitionnent et la réprobation morale a priori dont ils font l'objet, qu'ils revendiquent d'ailleurs presque tout autant, du moins dans leurs années de jeunesse. Même si ces titres pionniers bénéficient en fait d'une diffusion minimale, la caricature de Daumier-Philippon
tire entre 800 et 1000 exemplaires, alors que le Charivari, qui est un quotidien, lui, tire à environ 2003-2500 exemplaires, la diffusion des images se fait en fait par le bouche à oreille. Ce que j'ai défini comme étant le oui-voir. J'ai entendu dire que l'on n'avait vu que. Et ça, vous voyez, cette description des images, elle veut tout dire du début du XIXe siècle et du XIXe siècle en progression. Les images n'auront pas été vues par grand monde. Ce n'est pas les images sur Internet aujourd'hui. Ce n'est pas la viralité des mèmes sur les sites auxquels nous avons accès aujourd'hui. Non, ces images continuent à être très rares, mais elles font du bruit parce que l'on en parle et que le XIXe siècle est un siècle où l'image est rare et où donc l'image se conserve et passe les générations. Aujourd'hui, nous jetons l'image de presse. À l'époque, l'image de presse est chère et rare, donc elle se conserve. Nous sommes à la préhistoire de la culture de masse. 1830 est le début d'une nouvelle ère. La Révolution de Juillet a mis Charles X à la porte et imposé Louis-Philippe, non plus comme roi de France, mais roi des Français, un roi libéral. À l'origine de cette révolution, une protestation de journalistes contre un durcissement de la censure, initiée par les fameuses ordonnances Polignac. C'est donc d'abord une révolution de la liberté d'expression, ce qui semble clair dans la charte de 1830, qui défend le droit de propagande. Je cite, « Le droit des Français de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois est désormais proclamé sans restriction. » Les premières expositions de la maison Aubert, parmi d'autres, Passage vers Ododate, traduisent très exactement cet émoi collectif qui mobilise non pas une population colossale accourant chaque semaine, mais des flâneurs parisiens, étrangers et provinciaux dont le commentaire irrigue sur le moyen terme une opinion publique et une culture politique naissante. Tordons le cou à un mythe que tout le monde répète à l'envi sans que personne ne s'étonne. Non, vous pouvez le voir, le passage vers Ododa n'est pas sur les grands boulevards. Le concurrent principal d'Aubert, Susse, est dans le passage des panoramas, lui, et expose les images railleuses d'un caricaturiste qui s'appelle Dantan. Mais Aubert n'est pas sur les grands boulevards. Et non, le Palais Royal, puisque Aubert est à côté du Palais Royal, vous pouvez le voir, non, le Palais Royal n'est plus le point nodal du divertissement qu'il fut à la fin du XVIIIe siècle. Et le succès des grands boulevards atteste largement son déclin et ses alentours qui constituent une sorte d'espace interstitiel entre les Tuileries et les Halles. D'ailleurs, espace très criminogène à la nuit tombée. Dès lors, pourquoi y installer une librairie éditrice dédiée au regard public via l'exposition des couvertures de presse? Eh bien justement parce que le lieu n'est pas cher. Mais surtout, ce que personne n'explique jamais, c'est que le passage aboutit juste sur le siège des messageries Laffitte et Gaillard, 24 rue du Boulois, sans doute la plus importante du pays avec les messageries royales. Est-ce un hasard? C'est le lieu par lequel on arrive dans Paris. Est-ce un hasard, donc, si cette implantation date de 1826, et si la fondation des messageries dont je parle, et si la fondation de la librairie Aubert date de 1829? Et est-ce un hasard si la fameuse affaire dite des poires s'attaquant au roi Louis-Philippe éclate en 1831? À l'amorce du passage vers Ododa, flamboie juste donc à côté le café de l'Époque, jalon stratégique entre la cour des messageries et les vitrines de l'éditeur. Est-ce un hasard si l'adresse, le café L'Époque, est l'une des préférées de Gérard de Nerval et partant de la petite bande des romantiques qui accompagne le poète? Transport, café, presse, images imprimées forment déjà une quadrature essentielle pour appréhender le siècle. L'affaire des poires, c'est-à-dire la matrice du scandale du média satirique et de son importance cruciale dans la liberté d'expression en République, naît en fait de l'incrimination de 2 lithographies insérées dans le journal La Caricature. Et là, je vous ai mis les ordonnances Polignac, je vous ai mis donc la monarchie de Juillet, l'article 7 de la Charte constitutionnelle, et donc, voici les 2 caricatures qui vont être incriminées. Les bulles de savon de Louis-Philippe, représentant Louis-Philippe, en train de souffler ses promesses, et le plâtrier, la caricature morale,
est-elle d'Auguste Bouquet ou de Charles Philippon? Vous voyez, Dupinade en dessous, ça vient de Dupin, homme politique conservateur, vice-président de la Chambre, opposé au soutien de la Pologne en Révolution et à l'accueil des réfugiés politiques. Oui, à l'époque, on était opposé à l'accueil des réfugiés politiques. Ça posait des polémiques. Point de propagande, clame-t-il à la tribune, chacun chez soi, chacun son droit. Et donc, vous voyez Louis-Philippe en plâtrier. Et donc, vous voyez, en vertu d'un mandat lancé contre son auteur, Philippon, son éditeur Aubert et son imprimeur, les planches ont été saisies chez l'éditeur et la pierre chez l'imprimeur. On casse les pierres parce qu'elles coûtent très cher. Un procès se tiendra donc aux assises et l'on plaide aux assises, ce qui est plutôt favorable aux dessinateurs parce que les jurés populaires, généralement, sont plutôt favorables aux satiristes plutôt que les juges professionnels des cours correctionnelles. Au procès de replâtrage devant la cour d'assises, le 14 novembre 1831, voici ce que dit Philippon. Ce croquis ressemble à Louis-Philippe, donc, vous voyez, ce croquis, c'est Louis. Philippon dit non, c'est un plâtrier. C'est pas Louis-Philippe, c'est un plâtrier. Voilà. Ce croquis ressemble à Louis-Philippe, vous condamnerez donc, alors il faudra condamner celui qui ressemble au premier, puis condamner pour cet autre qui ressemble au second, et enfin, si vous êtes conséquent, vous ne sauriez absoudre cette poire qui ressemble au croquis précédent. Avouez, messieurs, que c'est là une singulière liberté de la presse. Je vous ai remis ici. Parce qu'en fait, il faut le comprendre en situation. Philippon dit, mais c'est pas Louis-Philippe. Et je vais vous le démontrer si l'on me donne une plume et de l'encre et du papier. Et le président du tribunal commet cette erreur fondamentale qui est de donner une plume à un caricaturiste dans une salle d'audience. Et donc, Philippon fait la première croquade, il dit « ça, c'est Louis-Philippe ». Ensuite, il fait la seconde, il dit « ça, c'est Louis-Philippe, moche ». Ensuite, il fait la troisième, ça c'est rien. Et il fait la quatrième, il dit ça c'est une poire. Mais en fait, maintenant, allez donc voir autre chose dans la poire que Louis-Philippe, dit Philippon. Et évidemment, tout le monde éclate de rire et le titre écope d'une amende salée. Alors pourquoi Philippon a-t-il fait ça ? J'étais certain à l'avance d'être condamné, non parce que notre image était vraiment coupable, mais parce que le hasard, aidé par le tirage légal des jurés, m'avait composé un jury impitoyable. Dans la prévision d'une condamnation certaine, je voulus me venger de cette rigueur en vulgarisant par la publicité des débats une image plus vive que celle pour laquelle j'allais être condamné. Je préparai donc ma fameuse poire, j'en fis le croquis, la description au débat, et je publiai le lendemain de ma condamnation et mon croquis et son explication. Donc, dit-il, la poire était préméditée. Mais attention, parce que c'est une lettre qui est publiée par Léopold de Carteret, c'est une lettre rédigée, semble-t-il, très a posteriori. Donc, est-ce que Philippon aménage sa postérité ? Et ce faisant, il le fait bien mal, parce que l'histoire est beaucoup plus belle, en fait, s'il avait improvisé. Alors, vous voyez, là, on est devant l'ambiguïté du témoignage. Est-ce que Philippon veut montrer qu'il avait ça en projet ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? L'a-t-il improvisé ou pas ? La légende est plus belle, en fait, pour moi, s'il l'a improvisé. Mais lui déclare qu'il l'avait préparé et donc que c'était un projet manifeste. Je laisse la chose à votre appréciation. Pour payer l'amende, et là aussi la chose est connue, le dessinateur fait donc imprimer ce qu'il qualifie désormais de croquade, puis obligé de publier le jugement en couverture, il a l'idée d'une mise en page piriforme avec, donc, ça c'est Fabrice R, qui a fait un livre uniquement sur la poire que je vous invite à lire chez Champvallon, remarquable ouvrage. Et derrière, le motif devient viral. Allez donc arrêter des gens qui font des graffitis de poire. Allez donc arrêter 300 ou 400 étudiants qui se réunissent non loin des Tuileries et qui, au moment où quelqu'un émet un sifflement, tous tirent une poire de leur poche en criant « Vive la poire !» Allez donc arrêter quelqu'un. C'est un casse-tête pour le gouvernement. Et donc, vous voyez qu'en fait, la viralité n'a pas attendu les réseaux sociaux pour manifester
son existence même et sa manière d'exister. Les réseaux sociaux n'ont fait qu'amplifier un phénomène qui, en fait, date de la culture médiatique en tant que telle. D'où ce constat, des images, encore et toujours des images. Le XXe siècle, si les choses continuent d'aller au train où elles courent, depuis quelques 15 ans, pourra justement s'appeler le siècle de l'image. Elle est partout, revêt toutes les formes, elle s'adapte à tout, elle envahit tout, domine tout. Elle se substitue à tout. Le temps est proche où l'on ne lira plus, où l'on ne pourra plus que regarder des images. Les journaux ne seront plus composés que d'images. Les livres ne contiendront plus que des images. Le cinématographe aura remplacé le théâtre. L'image se comprend tout de suite, agit directement et rapidement. Elle amuse toujours. Donc, on va, maintenant que j'ai fait une introduction très très longue, nous intéresser à 3 registres visuels qui se retrouvent à Même-la-Rue, les cortèges charivariques, les couvertures de presse et le point de lecture de mire que représentent les cafés. Alors, une esthétique charivarique, avec, au départ, la descente de la courtille. En 1822, au matin du mercredi des Cendres, des forains du cirque moderne décident d'entrer dans la capitale par une parade de carnaval en partant du haut de la colline de Belleville et en passant la barrière d'octroi. C'est un triomphe qui devient l'un des événements principaux de la vie parisienne et où toute la population, plus ou moins déguisée, peut participer. C'est aussi une façon de rentrer du vin en ville sans payer de taxes par la barrière d'octroi. Puisque on franchit de force la barrière d'octroi, on ne paye pas. Et donc, au matin du carnaval, on rentre du vin sans payer l'impôt, ce qui est tout à fait intéressant. Cette foule sans nom, ces loques fangeuses, ces rouges trognes et ces bras nus, ces romains inimaginables, ces turcs à turban de carton que surmonte en guise de croissant une visière de casquette, ces bergères qui fument la pipe, ces marquis roulant dans le ruisseau, ces chevaliers du Moyen-Âge qui se traînent le long des murs, ces troubadours rapiécés, tous ces gueux dignes de Callot, ce sont les masques des barrières qui regagnent leur domicile. Loin d'être sensible à l'honneur que lui fait l'orgie de champagne en venant lui rendre visite, l'orgie du vin bleu reconnaît habituellement cette politesse par des nuages de farine et des poignées de boue lancés à la face des messieurs les beaux. Du haut des cabinets des vendanges de Bourgogne, où ils ont établi leur quartier général, ceux-ci répondent par une grêle de gros sous, d'œufs durs et de fuits crus. On écrit bien dans l'illustration, le 25 mars 1843, ce qu'on appelle le vin bleu, c'est le vin de tellement basse qualité qu'en tombant sur les comptoirs, dont certains sont encore en plomb à cette époque-là, les comptoirs en plomb ont été interdits en 1803, ils font encore une solution bleuâtre, parce que le vin était tellement acide qu'il faisait réagir le plomb. Je vous passe ce qu'il faisait à l'intérieur dans les intestins. Donc, nous voici à la fin d'une fête de cabaret. Ce type de fête constitue une sorte de sommet à toute la vie festive de cette population parisienne, à la sociologie complexe, en ce début de révolution industrielle, car, je vous rappelle, ce qu'on appelle le peuple parisien, c'est le salariat d'atelier, les camelots, la gente estudiantine, les ratés de la vie artistique ou littéraire, les taux débarqués de l'exode rural, la petite bourgeoisie et même certains aristocrates en quête d'émotions ou d'aventures licencieuses. Cela se finit au cabaret ou dans certains cafés ou restaurants chics, comme le Rocher de Cancale, cher à Gavarni, auquel est attribué ce tableau. Et vous pouvez voir, ce tableau est tout à fait étonnant, parce qu'il vous montre bien à la fois le caractère genré du travestissement, femme en homme, homme en femme, derrière toute la dissertation graphique polychromique sur le bleu, blanc, rouge, et derrière les fameuses lunettes à yeux exorbités qui sont un des classiques avec le gros nez du déguisement du 19e siècle. Et vous voyez que ces yeux exorbités, qui sont en fait des yeux de carton-pâte, vous voyez que en fait, le masque, la prothèse rigolote, la prothèse comique, consacre l'hypertrophie du voir. Et c'est pour ça que je trouve, excusez-moi, mais je me le remets, je trouve ce tableau tout à fait extraordinaire en fait. Je trouve qu'il y a une joie, une animation tout à fait phénoménale, d'autant plus que nous ne sommes pas loin finalement du discours politique sans fondement que l'on forme comme une sorte de parodie du politique à la fin de la soirée. Alors, nous faisons un saut de 50 ans avec le bal des Quatre Arts. Le bal des Quatre Arts, c'est en 1892-93, les étudiants des Beaux-Arts qui décident d'organiser une entrée d'atelier et un concours d'atelier
d'abord au bal de l'Élysée-Montmartre en 1892, puis au Moulin Rouge en 1893. Et en 1893 en particulier, vous retrouvez donc les costumes, vous voyez, les costumes de Cléopâtre, mais vous avez des costumes tout à fait étonnants, vous voyez, cette espèce de chevalier en armure avec un coude en fonte, c'est tout un coude en tuyau, vous voyez, c'est tout à fait étonnant. Et donc nous avons cette jeune artiste qui arrive les seins nus, vous voyez. Là, le défilé, alors je vous ai sorti le défilé qui est une critique antimilitariste de la déesse de la guerre Bellone. Parce qu'à l'époque, en fait, on parle beaucoup de faire la guerre contre les pays de l'Est. En l'occurrence, à l'époque, c'est l'Allemagne. La guerre et la revanche et l'ardeur belliciste existent beaucoup de gens. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Donc, nous avons, à côté de la guerre et de Bellone, nous avons donc ici Sarah Brown, qui est cette artiste qui rentre les seins nus dans la grande salle du Moulin Rouge pour aller se positionner avant l'examen des chars et le concours des chars de l'atelier, enfin, du bal des Quat'z-Arts. Et donc, vous voyez comment ça se termine. Ah oui, non, c'est quand même assez étonnant. Hein, ça plaisante pas. Hein, je veux dire, là. Et donc, le 14 février, juste après le bal des Quat'z-Arts, le sénateur Béranger, qui est le président de la Ligue pour la morale et la décence des rues RUES, hein, pas RUTS, parce que les dessinateurs satiriques vont en faire comme ça. Bon. J'ai écrit au parquet, j'ai l'honneur de vous dénoncer un fait d'une gravité extrême et d'une telle impudeur que malgré les témoignages les plus dignes de foi, j'ai cru douter de sa réalité jusqu'à ce que je l'ai trouvé confirmé par un article du Courrier français d'avant-hier. On m'affirme, et le Courrier français confirme le fait, qu'une quinzaine de femmes entièrement nues, sauf une gaze fort transparente sur les parties secrètes, ont été admises à figurer dans le cortège costumé qui a précédé le bal et se sont ensuite mêlées aux invités et aux danses. J'ai l'honneur de vous signaler le fait, je le trouve assez grave pour être absolument décidé, si vous ne jugez, si vous ne jugez avec une faute d'orthographe qu'une répression puisse en être poursuivie, à le signaler à monsieur le garde des Sceaux et à la tribune du Sénat. Et donc, voilà le sénateur Béranger, vous voyez qu'il a un physique avenant, et voilà ce qu'en sortent les caricaturistes comme Léandre, et voilà donc le bal des Quat'z-Arts. Bon, alors le procès va avoir lieu, la modèle va être condamnée, l'organisateur du bal des Quat'z-Arts, Henri Guillaume, va être condamné, et cette condamnation va en fait provoquer une émeute au quartier latin qui va durer une semaine, provoquer la mort d'un étudiant, Rodolphe Nugère, et aboutir à la fermeture de la Bourse du Travail de Paris, qui est absolument, pour un bal d'artistes, c'est absolument démesuré. Et pour l'époque, c'est à peu près le poids qu'ont eu les Gilets jaunes. Hein. Non, mais sérieusement. Et on est en 1893. L'année suivante commence l'affaire Dreyfus. Donc là encore, il faut bien voir, c'est l'année des lois scélérates, c'est l'année des premiers attentats anarchistes. C'est l'année de Panama. Et on est en fin de crise économique, de la crise économique de 1975, avec toutes les conséquences sociales. Donc, il faut voir que la date n'est pas indifférente. Hein. Bon. Donc, vous voyez que c'est tout à fait étonnant. Et alors, 3 ans plus tard, vous avez donc de nouveau les artistes qui se réunissent à ce qui est devenu le cabaret des Quat'z-Arts et qui décident d'organiser une fête de la misère artistique, de la misère bohème. C'est la fête de la vache enragée, qu'on va appeler la vache alcade, le cortège de la vache enragée. Vous avez une très belle affiche de Pélez dans l'exposition qui en parle très bien. Et donc, vous voyez, nous avons la cavalcade de la vache enragée, un certain nombre d'images. Les artistes décident de faire, avec l'accord des pouvoirs publics, un véritable défilé dans la butte Montmartre, dans lequel, pour l'élaboration duquel, toute la population de Montmartre va participer. C'est donc aussi un acte de pédagogie populaire. Donc vous voyez, c'est au profit des artistes pauvres et des pauvres en général de Montmartre que le comité de la vache enragée, où se retrouvent les plus notables commerçants à côté d'artistes illustres, fait appel à toutes les bonnes volontés afin que cette vache alcade devienne splendide comme fête et rémunératrice comme œuvre de charité, signé le président d'honneur, Émile Goudot. Émile Goudot, un des fondateurs du Chat Noir, l'ancien président du club des hydropathes. Goudot, hydropathe, qui n'aime pas l'eau.
On va y revenir. Et alors, le problème, la vache. Alphonse Allais raconte. Où acheter une vache enragée? Oui, parce que c'est pas simple. Je ne sais pas si vous êtes allé au salon de l'agriculture, mais il n'y en a pas beaucoup des vaches enragées. Villette, un caricaturiste. Villette, fabriquons-la. Silence général. Oui, achetons une vache et enrageons-la. Mais comment enrager une vache? Villette se rendit aux abattoirs et acheta une vache très maigre. Il lui fit écouter longuement le monde des livres, des articles de 2 fameux critiques de théâtre, qu'il lui lut en articulant avec soin. La vache eut un long beuglement et ses yeux se révulsèrent. Elle était enragée. Et donc, voilà les photos de la vache Alcade. La vache Alcade a, selon l'intransigeant, réuni dans la rue environ 150 000 personnes. C'est presque autant que les 2 événements juste avant, à savoir le fameux engouement, le fameux meeting du général Boulanger et l'enterrement de Victor Hugo. Ça arrive en 3e derrière, la vache Alcade. Il n'y a pas un cortège du bœuf gras sur les grands boulevards qui a recueilli autant de personnes. Quand même assez stupéfiant. Et donc, évidemment, au bout de 2 ans, il y a un trou dans la caisse monstrueux, et pour essayer de combler le trou, on fait un bal du déficit. Alors vous voyez, au départ, c'était fait pour aider les artistes pauvres. À l'arrivée, ça fait un trou dans la caisse, bon, évidemment. Et puis, ça va rester, en fait, toutes ces années de la Bohème et toutes ces années du temps de la Bohème et de Murgère et des années 1830, 40, 50 est tellement important pour cette 2e génération de la Bohème artistique, qu'en 1902, ils organisent des bals Gavarni, ils communient dans un culte à Daumier, etc., etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, vous avez une espèce de continuum dans une espèce d'esprit satirique et frondeur, dans une espèce de marginalité artistique tout au long du XIXe siècle, qui passe par l'image. Car il y a 3 générations de caricaturistes. Aubert, la génération Philippon, avec Daumier, Gavarni, Granville, Bertal. Le Chat Noir et les 4 arts, avec Villette, Steinlen, Forain, Léandre, Robida. Et le Lapin Agile, avec tous les dessinateurs du journal Le Rire, Grandjouan, Josso, même si Josso n'allait pas au Lapin Agile, Grandjouan, Mirande, etc., de Paquis, Falquet... et d'autres. Bon. Donc, vous voyez qu'en fait, vous avez des générations qui communient dans les mêmes images et dans les mêmes symboles. D'abord, donc, la génération Philippon. Daumier, Gavarni, Granville. C'est aussi une génération qui va faire comprendre que ces images ne sont pas là forcément pour faire rire. Le génie de cette époque, c'est Honoré Daumier. Et en plus de la charge satirique, Daumier exécute donc la rue Transnonain après une tuerie abusive des forces de l'ordre, l'armée de Bugeaud, en réponse à une émeute républicaine en avril 1834. Les militaires entrent dans un bâtiment et tuent 12 personnes. Vous avez, parce que c'est très connu ça, mais en fait personne ne connaît bien cet épisode, vous avez un livre, mais vraiment formidable, de Maïté Bouissi, qui vient de sortir sur la rue Transnonain, que je vous invite vraiment à lire, parce que alors là, on est vraiment dans de l'histoire, à la fois culturelle et politique, et dans une réhabilitation véritablement du climat d'une époque. C'est un livre, mais c'est une démonstration d'historienne. À partir de 1835, et suite à une tentative d'attentat sur Louis-Philippe, la censure est rétablie. Donc, ce type d'image devient impossible. Et du coup, vous voyez, c'est quand même extrêmement violent. Du coup, Daumier va faire, vous voyez à droite, de la caricature sociale, dite de mœurs. Et donc, Daumier est à la fois un peintre et un caricaturiste, un peintre et un dessinateur. C'est à la fois quelqu'un qui fait de la caricature politique et de la caricature de mœurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un artiste global. Et vous voyez que le journal, et donc l'image de presse, a de plus en plus de poids dans l'espace public. Granville, la revanche ou les Français au Missouri. Je ne commande pas cette image, elle est suffisamment géniale pour n'appeler aucun commentaire. Alors c'est toujours un peu gênant de diviser comme ça les générations en tranches, parce que vous avez toujours des talents
qui se mettent dans les interstices. Par exemple, Gustave Doré. Gustave Doré, c'est un artiste du Second Empire. C'est pas un artiste très engagé, Gustave Doré, ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas un excellent caricaturiste. Voyez, on le connaît surtout, nous, comme illustrateur. Ce qui d'ailleurs conduit à s'étonner qu'il n'y ait aucun travail sur le livre historique, sur le livre satirique. Aucun travail d'histoire ou d'esthétique sur le livre satirique. Il y a eu beaucoup de choses sur la presse satirique, sur l'affiche bien sûr, mais sur le livre, rien. Autre talent, dans l'interstice, un talent des années 1870, lui, après la Commune, c'est André Gide. Et vous voyez toujours cette esthétique du masque, la censure, Anastasie d'un côté, c'est lui qui crée, et l'autre, cette esthétique du masque avec le masque de Thiers. André Gide va déclarer la guerre à Adolphe Thiers après la Semaine sanglante. Le chat noir. Le chat noir arrive avec la loi sur la presse du 29 juillet 1881, et il arrive véritablement comme un boulet de canon. Et là, vous voyez, je vous ai sorti ce florilège avec des détails pour vous faire comprendre que, tout comme le dessin de Daumier tout à l'heure n'est absolument pas drôle, en fait, au-delà du chat noir, vous avez toute une esthétique funèbre, une poétique macabre et symboliste qui transcende l'humour. Les poètes du chat noir, c'est Charles Cros, c'est Jean Moréas, Verlaine un petit peu, Maurice Rollina ou toujours Émile Goudot. C'est à la fois de la farce, de la satire, mais aussi quelque chose d'extrêmement mortifère. Mais à côté, il y a la fête. Et à côté du chat noir, ce journal dont on a déjà parlé, le Courrier français. Le Courrier français est le titre satirique le plus contestataire, le plus subversif de l'époque. La fête à l'Élysée-Montmartre, et ce n'est pas un hasard, parce que Jules Roch, le directeur du Courrier français, tient en sous-main, dirige en sous-main la salle de l'Élysée-Montmartre dans laquelle il y a les dessins du Courrier français d'afficher et à vendre. Il y a donc une galerie à l'intérieur de la salle de l'Élysée-Montmartre. Et regardez, l'Élysée-Montmartre, c'est l'hiver, et aux ambassadeurs, au café-concert des ambassadeurs, aux Champs-Élysées, Jules Roch, qui tient aussi les ambassadeurs par l'intermédiaire d'un associé qui s'appelle Ducard, Jules Roch compose, vous voyez, le rideau des ambassadeurs de couverture ou d'affiches du Courrier français, et à côté, vous avez les kiosques, dont certains sont lumineux. Donc en fait, c'est tout un univers panoptique d'images qui s'introduit, qui fait irruption dans la rue de la Belle Époque. La caricature, c'est à l'époque du Courrier français l'autre grand titre. Et la caricature est dirigée par un génie du trait satirique qui s'appelle Albert Robida. Albert Robida, vous voyez, qui vous fait la grande épidémie de pornographie, au moment où, on l'ignore souvent, suite à la loi de 1881, presque un an jour pour jour, une loi sur l'outrage aux bonnes mœurs va venir corriger la loi de 1881 et correctionnaliser les atteintes aux bonnes mœurs, c'est-à-dire permettre, par le biais de l'outrage aux bonnes mœurs, d'attaquer l'image politique et d'attaquer le dessin satirique. Donc dire qu'il n'y a eu aucune correction à la loi du 29 juillet 1881, c'est évidemment une sottise absolument impitoyable. Malheureusement, beaucoup de manuels d'histoire de la presse le disent. Si, il y a eu justement tout ce biais de l'outrage aux mœurs qui est venu réglementer l'image et qui va être appliqué à l'image politique. Mais les journaux vont réagir, et réagir de différentes façons. Regardez par exemple ce travail que j'ai fait sur la caricature de Robida. Très intéressant parce qu'en fait, les journaux étaient acheminés par la presse sous enveloppe, et quand ils étaient en kiosque, ils étaient pliés. Et vous pouvez voir que pliés, si on plie sur le haut, ça n'a rien de pornographique. Par contre, regardez l'image entière. Donc vous avez une véritable stratégie qui consiste en fait à diviser l'image en deux. Et en fait, du coup, vous apercevez que c'est applicable à beaucoup de couvertures. Et c'est en faisant le travail de future publication de ma thèse, qui ne saurait tarder, que je suis en fait, ça quand j'ai soutenu, je ne m'en étais pas aperçu. Et en fait, à force de voir, je me suis aperçu que ça marchait à chaque fois.
Et qu'en repliant, on avait en fait une autre lecture et une lecture qui contournait la loi d'outrage aux bonnes mœurs. Alors, là, rien ne contourne. Hein. Je suis la sainte démocratie, j'attends mes amants. Là, ça ne contourne pas, là, c'est bon. Et cette image va être poursuivie par le ministère public pour outrage aux bonnes mœurs. Non-lieu, mais ça n'est qu'un début. Le Courrier français va entamer un véritable bras de fer avec le ministère public, et en particulier le ministre de la Justice qui s'appelle Ferrouillat. Alors vous voyez, Léon Lebec, par exemple, qui dit « Monsieur Prudhomme n'aime pas le nu, donc Berck, il ne veut pas voir le kiosque », et puis en fait, il déshabille une petite fille le soir. Et puis vous voyez ici, donc, la maîtresse du président, vous voyez donc la glace, enfin, le portrait dans l'ovale, en fait, c'est le président de chambre. Hein, c'est le président de la chambre de la cour correctionnelle. Évidemment, donc, c'est poursuivi. Alors, ces dessins sont poursuivis, vous voyez. Donc, le Courrier français, ici, prostitution, et puis, donc, ici, les parcs sont poursuivis. Et pour, justement, protester contre leur condamnation, parce que le journal est condamné, eh bien, regardez, le journal les publie, mais publie les mêmes dessins de dos. Vous voyez, c'est comme ça qu'on lutte. De la même façon, le Courrier français vous représente le ministre Ferrouillat dans une feuille de vigne, ou le ministre Ferrouillat devant toutes les nymphètes de Montmartre avec le Courrier français qui cache leur postérieur. Et donc vous avez un véritable bras de fer qui va s'établir entre Ferrouillat et le Courrier français pendant les années de la vague boulangiste, je vous le rappelle, et le Courrier français prend sa part dans la vague boulangiste, joue un rôle très compliqué, donc tout ça a un arrière-plan politique extraordinairement fécond et complexe. Évidemment, je ne vais pas vous le faire maintenant, parce qu'il y aurait matière à une conférence entière, et tout ça va aboutir à la démission du ministre. Vous voyez donc le grand art moderne, le règne de la pornographie, et de l'autre côté, vous voyez Villette, habillez d'abord vos Christ. Ça, c'est une adresse au sénateur Béranger, qui est protestant. Donc, vous voyez aussi ici les familles qui ne regardent pas le dessin subversif en kiosque. Vous voyez, on barre, c'est cette idée de subversion, de surgissement du dessin. Et évidemment, André Gide. André Gide qui marque la troisième génération, celle du lapin agile. Le lapin agile, c'est le lapin à André Gide. Il a fait l'enseigne du cabaret. Et derrière ce cabaret, nous avons donc toutes les couvertures du rire, donc les couvertures les plus expressives avec Léandre, et de l'autre, les couvertures les plus modernes avec ici Auguste Roubille. Donc vous voyez, il y a plus que le rire, il y a le renouvellement des styles, le triomphe de l'arabesque et des aplats colorés qui déterminent en fait une esthétique nouvelle. C'est l'ensemble de la veine visuelle qui évolue, comme l'explique mon vieil ami Julien Chou, je cite, « De nombreuses publications remettent au goût du jour les estampes du Moyen-Âge et invitent à redécouvrir les bois naïfs de l'imagerie populaire qui deviennent des modèles pour des artistes comme Vallotton ou Gauguin. Cet éloge de la naïveté est également lisible dans les textes eux-mêmes. Il est central, par exemple, dans l'anti-intellectualisme développé par le groupe symboliste. Et au-delà du symbolisme, il faut souligner la proximité permanente avec les avant-gardes littéraires donc, théâtrales, musicales, etc. » Vous voyez, Francisque Poulbeau, les petits gamins. Francisque Poulbeau, une petite fille qui n'a pas peur de son ombre. Et oui, sur le harcèlement de rue et la violence faite aux femmes. Mais vous voyez ici une esthétique tout à fait nouvelle. Vous voyez sur l'utilisation des aplats, l'utilisation de l'encre, Vallotton est passé par là, donc Grandjouan et Josso. Avec un message qui est toujours un message au vitriol. Vous voyez l'alcoolique qui boit le formol des bébés avortés. Alors, tout ça est une esthétique des kiosques, et tout ça, finalement, nous amène à constater l'irruption des images dans la rue, et que cette irruption se partage entre la satire la plus débridée, la plus variée, et l'image fait diversière. « Ma boutique n'est pas grande », témoigne le cabaretier Lairet. Tout juste la place de 3 tables et de 2 douzaines de chaises. À l'intérieur, nulle glace, nulle vitrine imposante, point d'objets cossus. Seules éclatantes de fantaisie, exubérantes de vie, des affiches de Chéret, plaquant sur la couche verdâtre du mur leur lumineuse gaieté.
Ça et là, des dessins de Gilles, de Forain, de Villette. Vous voyez donc que les couvertures de presse deviennent des éléments décoratifs des débits de boissons. Et des débits de boissons, il y en a beaucoup à la Belle Époque, puisqu'on en compte 508 000 en 1914. 34 000 aujourd'hui. 508 000 à l'époque, et encore 508 000 d'officiels. Donc, ça nous amène d'abord à ce dessin que j'aime bien, parce que je le trouve au début du printemps, vous voyez, quand vraiment l'automne est loin, je le trouve très régénérant. Et ça nous amène à ma troisième partie qui sera plus courte, les débits de boissons. Je connais moins cet aspect, donc je vais aller plus vite. Daumier. Et vous voyez que derrière la dame, la presse. Alors, d'abord, il faut comprendre l'incroyable engouement des grands boulevards entre 1830 et 1890 à peu près. Après, ça va évoluer vers les Champs-Élysées. Tout Paris, en fait, va se mettre à cultiver ces boulevards. Mais ce qu'on appelle les grands boulevards, qui partent de l'Opéra pour aller jusqu'à la Bastille avec une démocratisation de la consommation tout au long des boulevards. On part du plus riche pour arriver au plus populaire. Et bien tout ça, c'est vraiment une grosse cinquantaine d'années qui va, grosse soixantaine d'années qui va de 1830 jusque vers 1890, environ 1900. Écoutons Gustave Kahn. Une des plus fréquentes portes ouvertes sur la rue, c'est celle de la taverne. Dans ces tavernes ou cafés, le Parisien peut voir. C'est pourquoi Paris a multiplié devant ses établissements les terrasses inconnues à Londres, rares ailleurs. C'est Paris qui aime à s'asseoir et à déguster quelques boissons au ras de ses rues. Le Parisien veut le froli, c'est superbe. Le Parisien veut le froli direct du passant qui presque touche sa table, qui court après l'omnibus ou la dame, qui d'un seul geste de son parapluie l'arrête. Dans les premières années que j'étais à Paris, se souvient Flaubert, l'été par les grands soirs de chaleur, j'allais m'asseoir devant Tortoni. Tortoni sont les premières terrasses. Et en regardant se coucher le soleil, je regardais les filles passer. Cette évocation s'inscrit dans une multiplicité de dessins satiriques. Cette évocation de Flaubert s'inscrit dans une multiplicité de dessins satiriques dont nous donnons ici qu'un seul exemple. Vous voyez ici le couple à la terrasse avec la fille qui parle et le monsieur qui regarde ailleurs. Et derrière, vous voyez, c'est toute la rue en fait qui est autour. Le kiosque, le fiacre. Et derrière, regardez, sur le boulevard, 5 jolis gommeux. C'est formidable. Donc vous voyez que, en fait, c'est toute une esthétique aussi du peuple en boire qui est en train de se développer. Avec évidemment la dénonciation de l'alcoolisme, parce qu'il ne s'agit pas simplement de s'en tenir à l'image de Georges Delot tout à l'heure, et le vin qui tombe comme ça. Non, c'est aussi l'époque de l'assommoir, c'est aussi l'époque de l'alcoolisme. Je rappelle qu'à l'époque, la misère est effroyable et l'alcoolisme est un désastre social. Et qu'au vin se substitue d'un côté la bière, dans un contexte de phylloxéra, mais aussi l'absinthe, et pas l'absinthe du Second Empire, l'absinthe aristocratique, l'absinthe chère. Non, le vitriol, le torboyau, l'absinthe à 3 sous. L'alcool, véritablement, l'alcool de betterave ou de patate, qui est à 80 degrés et qu'on touche véritablement pour rien et qu'on dilue d'un petit peu de sucre pour boire et qui, ce qu'on appelle le casse-poitrine, et qui vous flanque un bonhomme en l'air en l'espace de 10 à 15 ans, avec en plus les rythmes ou le manque d'hygiène ou les conditions effroyables de vie urbaine auxquelles est confrontée la population modeste à cette époque-là. Donc vous voyez que d'un côté, il ne faut pas se tromper, Steinlen est aussi critique sur les cafés ici que là. Et c'est une critique qui est globale. Et il ne faudrait pas prendre cette couverture pour célébrer les cafés. Bien au contraire. Il s'agit à la fois de célébrer le 14 juillet populaire et la fête démocratique, et en même temps de dénoncer sa récupération par les débits de boissons. De la même façon, ici, les femmes au café. Donc les femmes commencent à faire leur apparition au café, souvent des prostituées, parfois des ouvrières, parfois des décavées de la vie, comme Gervaise, et cet admirable dessin de Toulouse-Lautrec,
dont l'original se trouve au musée d'Albi, que je vous encourage à aller voir, et dont la reproduction se retrouve dans le Courrier français, et donc nous restons sur notre dominante. Et vous voyez donc, le café est aussi quelqu'un où c'est un lieu médiatique. Le café est un lieu médiatique où l'on se renseigne, où l'on s'informe et où l'on parle politique. Vous voyez, la presse, la parole, le débat politique trouve dans le café, et en particulier dans le café de la ville industrielle, un lieu tout à fait séminal. Vous voyez le café du commerce, bien avant que Marcel Dassault ne fasse ses critiques dans l'Express, le café du commerce, avec donc le gars qui défend le Second Empire, avec l'autre qui défend l'armée. Et donc, si je cite Pascal Horry, la sociabilité s'y expose au café et volontiers s'y exhibe en termes de catégorie sociale, soit dans l'identification du café chic au café bouge, soit dans la mixité entre encanaillement et vie de bohème. L'évolution de la société s'y cristallise, du café paysan à l'assommoir ouvrier, tout comme celle des régimes politiques, tous préoccupés de limiter et de canaliser l'énergie concentrée dans cet espace restreint où, dit Pascal Horry, la parole à la parole. J'adore cette expression, ou la parole à la parole. À cet égard, il y a une logique profonde dans la coïncidence de la Troisième République avec l'apogée quantitative et symbolique de ces établissements au travers desquels Gambetta veut célébrer la démocratie laborieuse. Tout à fait ça. Et donc, évidemment, ces cafés sont décorés. D'un côté, un menu décoré par Villette. De l'autre, décoration, alors, Coltoc pour la taverne du Lapin et André Gilles pour la femme au boc qui décore la brasserie du plus grand boc. Et donc, nous retrouvons André Gilles. Donc, vous voyez que ces peintres sont aussi des décorateurs et que ces cafés, ces cabarets, leur servent de lieu d'exposition, ce qui est absolument essentiel. Donc, Walter Benjamin note l'étrange dépendance, la relation amour-haine envers son propre reflet de la part de l'homme attablé. Ce qui frappe surtout, c'est la réflexion selon laquelle miroir et terrasse forment dispositif, ce qui amène Benjamin à insister sur ce point fondamental. Je cite: « Ce monde de miroir peut bien avoir plusieurs significations et même une infinité de significations. Il n'en demeure pas moins un monde ambigu à deux significations. Il cligne des yeux, il est toujours cela et jamais rien à partir de quoi un autre aussitôt surgit. L'espace qui se métamorphose le fait au sein du néant. » C'est-à-dire qu'en fait, c'est un espace mobile dans lequel tout est reflet. Le XIXe siècle consacre donc le café comme un poste d'observation sans équivalent, ou presque, pour regarder et comprendre la société en accélération constante qui défile devant ses glaces et bientôt ses terrasses. Ces dernières voient leur surface mieux contrôlée par voie réglementaire à partir de 1888, où leur empiètement des trottoirs est restreint. Donc, je reste là-dessus. Donc, les galeries ouvertes qui émaillent le boulevard, les décorations des lieux de sociabilité, les kiosques ou encore les halls de théâtre forment donc un vaste ensemble panoptique que l'on peut assimiler à une sorte de galerie à la fois réelle et métaphorique. D'accord ? Alors, si j'ai encore un tout petit peu de temps, je voudrais vous lire un extrait simplement parce qu'il n'y a pas que les grands cafés à glace. Vous avez, à glace, à miroir, vous avez aussi les cabarets beaucoup plus modestes, bien sûr. Et donc, il ne faudrait pas que nous n'ayons que cette vision des boulevards. Regardez par exemple cette évocation de Charles Lefeuve. « La salle basse où se débitent le vin et l'eau-de-vie doit être un ancien corps de garde. Une senteur saumâtre s'en exhale qui remplace l'arôme de la truffe. C'est un café de la rue Clopin. Ce qu'on y dépèse de harengs frais en hiver et sourds en été pourrait se compter sur le plancher, jonché de têtes et de queues d'arêtes. Mais les habitués des deux sexes, qui déjeunent sur le pouce chez ce marchand de vin, n'oublient jamais, quand leur poisson de mer de prédilection est tout frais, de jeter en l'air certaines petites membranes luisantes comme une pièce d'argent neuve, ce que la rue Clopin appelle l'âme du hareng. Si le boyau reste collé au plafond, cela porte bonheur à l'homme ou à la femme qui en a étoilé le ciel de la salle basse, et la constellation y est nombreuse, tant les convives ont la main heureuse.
Les mouches, souvent, s'en réjouissent, mais n'y réussissent pas à faire place nette, sachant qu'on jette ses arêtes par terre et que quand vous avez quelqu'un qui lance sa membrane et qu'elle tombe, et ça arrive, il doit payer la tournée. Voilà. Alors, j'ai localisé ce cabaret de la rue Clopin. Il abrite aujourd'hui le bâtiment du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, auquel je dédie cette anecdote, sachant qu'en histoire, rien ne change et tout se transforme, et encore pas forcément tant. Bien. Donc, concluons. La grande ville connaît des transformations inédites. Le dandysme, par exemple, ou l'art de la flânerie. Ce narcissisme collectif serait impossible sans les reflets permanents qu'en offrent désormais les colonnes imprimées de la presse, petite ou grande, qui relaient et alimentent les commentaires de ce Versailles laïque qu'est devenu l'artère parisienne depuis la fermeture autoritaire du palais royal libertin au début de la monarchie de Juillet. La prostitution y est interdite à partir de là. Dès lors, l'enjeu de l'image satirique revient à chroniquer cette modernité pour la construire en une mythologie à consonance comique dont l'élément sexuel est l'une des constantes, mais pas que, d'autant que l'industrie des plaisirs de la chair connaît elle aussi un succès proportionnel au développement de la grande ville. Cette spectacularisation réelle ou fantasmée qu'a très bien étudié Alain Corbin, implique tout à la fois la surprise, l'acculturation et bientôt le désir et l'horizon d'attente d'un lectorat avide de ces images renouvelées, de cette capture pérenne de l'instantané par le trait reproductible ou le potin imprimé qui exacerbe à l'envi le moindre débord d'une norme bourgeoise en cours d'élaboration. C'est bien cela que l'on pourrait qualifier deuil social de la caricature. Laissons le dernier mot à Jean-Louis Forain, peintre et caricaturiste ô combien connu de la fin du XIXe siècle, lequel, dédaignant les salons officiels qui consacrent à son époque depuis des décennies l'art en vogue et reconnu des élites, n'hésitait pas à proclamer « Notre salon à nous, humoristes, ce sont les kiosques ». Eh bien, le temps d'une conférence, leur salon à eux, humoristes, ce fut le musée d'Orsay. Je vous remercie d'en avoir été les spectateurs.